Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction Addis Abeba où le candidat Mohamed Ali Youssouf, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, a tenu une réunion et un débat. Et dans l'actualité internationale à Gaza, 58 Palestiniens tués lors des frappes israéliennes où nous verrons en fin de journal. Au Proche-Orient, c'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, également candidat à la présidence de l'Union africaine, a tenu une conférence de presse mercredi à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Eh bien, cet événement s'est déroulé à la veille très attendu débat Majala Africa qui opposera les différents candidats de cette prestigieuse fonction. Lors de cette conférence de presse, M. Mohamed Ali Youssouf a répondu aux nombreuses questions posées par une douzaine de journalistes issus de la presse écrite, audiovisuelle, ainsi bien régionale qu'internationale. Ces échanges ont permis au candidat de détailler sa vision et ses priorités pour guider le continent africain s'il venait être élu. Parmi les médias présents figurait notre radio-télévision de Djibouti, qui a marqué sa présence avec une équipe dynamique et talentueuse déterminée à couvrir tous les aspects de cette campagne. Rappelons avec expérience de sa vision éclairée, M. Mohamed Ali Youssouf a su répondre de manière précise, réfléchie et inspirante. Il a souligné l'importance de bâtir une Afrique unie, résiliente et orientée vers l'avenir, tout en mettant l'accent sur la coopération entre les États membres. Alors que le débat Majala Africa s'est proliféré à l'horizon, Mohamed Ali Youssouf apparaît comme un candidat sérieux et prêt à relever les défis. Sa candidature porte les espoirs d'une Afrique plus forte et mieux connectée avec le monde. Eh bien, lors de cette question de conférence de presse où Mohamed Ali Youssouf a répondu aux nombreuses questions, notre confrère Dini a indiqué dans sa question, si vous êtes élu, comment comptez-vous lutter contre la corruption en Afrique et promouvoir une gestion transparente des ressources publiques? Le candidat Mohamed Ali Youssouf a répondu « la corruption est un problème majeur, a-t-il dit, qui freine notre progrès et notre développement. Le continent dispose d'une stratégie pour lutter contre la corruption. Il est crucial de la mettre en œuvre efficacement. » Mohamed Ali Youssouf a indiqué qu'un aspect clé de l'élaboration est l'abolition du secret bancaire. Les banques ont souvent des règles et réglementations qui protègent la confidentialité des informations financières, ce qui favorise des pratiques corruptives, élimine le secret bancaire et cible les paradis fiscaux essentiels dans notre lutte contre la corruption, a-t-il indiqué. Et notre magazine de cet après-midi, à l'instar de l'hôpital régional d'Ali Sabié, celui d'Arta, c'est autour des régions du Nord. C'est doté désormais d'un hôpital région flambant neuf et haut standing, un objectif qui s'est fixé le ministère de la Santé et le gouvernement de Djibouti. En général, c'est le magazine cet après-midi. Tadjoura, la ville blanche, va bientôt accueillir un hôpital régional flambant neuf qui desservira les populations des deux régions du nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok. Cet hôpital va répondre aux besoins des populations en termes de santé et toutes les prestations sanitaires seront octroyées ici aux populations qui vont bénéficier donc de tous ces soins et toutes les structures et toutes les infrastructures seront mises en place pour bien sûr le grand bonheur des habitants du nord du pays qui n'auront plus besoin de se déplacer vers la capitale pour les besoins en santé. Dans ce reportage, nous essaierons de répondre aux questions du genre à qui bénéficiera cet hôpital, quelles étaient bien sûr les difficultés rencontrées par les habitants de ces deux régions du nord du pays et qu'est-ce que vraiment concrètement cet hôpital propose aux habitants des deux régions du nord du pays. Reportage. Permettre l'accès à des soins de qualité pour les populations des régions de l'intérieur. Tel est un des objectifs principaux que s'est fixé le ministère de la Santé et le gouvernement de Djibouti en général. À l'instar de l'hôpital régional d'Ali Sabié et de celui d'Arta, c'est au tour des régions du Nord de se doter désormais d'un hôpital régional flambant neuf et de haut standing.
De son appellation CMH ou Centre médico-hospitalier, l'ancien hôpital de Tadjoura ne répondait pas aux besoins sanitaires des habitants de la région et ces derniers n'avaient pas d'autre choix que de se déplacer vers la capitale. Tadjoura disposait auparavant un centre médico-hospitalier. Ce centre, par exemple, si je vous donne quelques chiffres, avait à peu près par année 1000 consultations, 60 accouchements, mais surtout cet hôpital évacuait tous les 2 jours des patients vers Djibouti. Ressentant les difficultés de la population face à ce manque crucial d'infrastructures sanitaires adéquates, le président de la République Ismaël Omar Guelleh s'était rendu à Tadjoura pour s'enquérir des besoins de ses compatriotes en rencontrant et faisant le point de la situation avec le docteur Ahmed Robleh Abdilleh qui occupait à l'époque le poste de médecin-chef du CMH de Tadjoura. En 2021 que le président de la République va procéder à la pose de la première pierre du futur hôpital régional de Tadjoura. Et c'est ainsi que les travaux seront lancés. Il est à noter d'emblée que la construction de ce projet s'inscrit étroitement dans le cadre de la vision du président de la République Ismaël Omar Guelleh en matière de santé. Cet hôpital pourra non seulement satisfaire les besoins d'accès aux soins médicaux de la population dans la région de Tadjoura, mais aussi couvrir les autres régions du nord, telles qu'Obok, et facilitera considérablement l'accès aux soins médicaux des populations de ces régions. Cet hôpital, offert par le gouvernement de la Chine au peuple djiboutien sous forme de don, est le second du genre, après l'hôpital régional d'Arta. Cette nouvelle structure sanitaire de dernière génération vise à soutenir le gouvernement djiboutien dans ses efforts de renforcer les infrastructures sanitaires et de réaliser l'objectif louable d'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Construit sur une superficie de 4132 m², cet hôpital est un hôpital général avec une capacité de 50 lits, disposant de services divers tels que les services d'urgence, de médecine générale, de chirurgie, de gynécologie obstétrique, de pédiatrie, de laboratoire, un service radiologie, échographie et des salles d'opération. Il faut rappeler que les gens devaient se rendre à Djibouti pour tout type de maladies. C'est-à-dire tout ce qui est accidenté, tout ce qui est les gens qui doivent se faire opérer, les femmes avec des complications obstétricales devaient se rendre à Djibouti et ils devaient passer par la route d'El Rassal qui était très très difficile, surtout pour les femmes enceintes ou bien les personnes qui sont déjà blessées ou qui ont des pathologies. Cet hôpital va combler tous ces besoins. La construction de cet hôpital moderne à Tadjoura permettra sans nul doute de mettre fin au déplacement des malades et autres blessés des accidents vers la capitale. L'avènement de l'hôpital régional du Nord s'inscrit dans la ligne politique tracée par le chef de l'État. Un exemple de la coopération gagnant-gagnant que notre pays entretient avec la Chine. Un mot de remerciement à l'endroit du président de la République et de son gouvernement et à l'endroit de la population, surtout que l'hôpital est pour eux. C'est l'hôpital que les Chinois nous ont construit, c'est un bijou de technologie. C'est-à-dire que pratiquement, les matériels qui sont mis, ce sont des derniers cris. Donc, il va falloir qu'on essaie de les préserver, de les conserver, surtout de très bien l'entretenir. C'est très très important. Notre équipe de reportage est partie à la rencontre des habitants de la ville blanche qui n'ont pas hésité à faire étalage de leur enthousiasme. Nous remercions chaleureusement le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Les 2 régions du Nord attendaient avec impatience cet hôpital. La construction de cet hôpital est une délivrance et une bouffée d'oxygène pour nous tous. Nous étions obligés de nous déplacer vers la capitale pour nous soigner. Dorénavant, cela se passera ici même, chez nous. Tous les habitants du Nord, surtout ceux de localité, seront soulagés. Plus personne n'ira à la capitale puisque tous les soins leur seront prodigués sur place. Cet hôpital est une des promesses du chef de l'État. C'est une réalité incontournable aujourd'hui. Le ministère de la Santé a fait de la santé pour tous son cheval de bataille puisque les avancées et les réalisations dans ce domaine sont notables et ne cessent d'évoluer d'année en année. Pour plus de précisions, suivons les explications du ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdilleh. Cet hôpital régional va couvrir les régions de Tadjoura et d'Obok. Cet hôpital est un hôpital moderne, équipé et qui présente tous les services que répondent à un hôpital de 3e niveau. Et cet hôpital
aura toutes les ressources humaines nécessaires. Et dès l'ouverture déjà, tous les principaux services ou départements de l'hôpital vont travailler et vont rentrer en fonction. C'est la vision du chef de l'État pour améliorer sans cesse les prestations que le ministère de la Santé offre aux populations, surtout aux populations les plus reculées. La construction de cet hôpital va améliorer à coup sûr le quotidien de ces populations qui pourront désormais se soigner chez eux. Cette prouesse technologique a été possible grâce à l'amitié entre Djibouti et la Chine. Cette dernière étant prête à renforcer la coopération sino-djiboutienne dans divers domaines, notamment dans le domaine sanitaire, en vue de consolider davantage l'amitié entre les deux peuples et de porter notre coopération à un niveau plus élevé. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, qui a procédé au lancement officiel du projet Mobilisation des communautés pour une meilleure nutrition. Cette cérémonie d'envergure a vu la participation d'une délégation japonaise, de la représentante de la Banque mondiale, la responsable des programmes de l'UNFD et des présidents des communes. Ces projets financés par le gouvernement japonais à travers la Banque mondiale s'inscrivent dans une dynamique d'action concrète visant à renforcer les capacités locales et à engager activement les communautés dans leur propre développement. Avec 6000 bénéficiaires ciblés, ils placent la nutrition au cœur des priorités en apportant des solutions nationales et durables. Ces projets s'inscrivent et s'insèrent pleinement dans la vision du chef de l'État qui a fait du bien-être de la santé de chaque citoyen une priorité nationale. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, à travers son agence djiboutienne de développement social, met en avant et met en œuvre une stratégie ciblée sur les 1000 premiers jours de l'enfant. De la croissance des enfants. Dans le cadre de ce projet, nous fournirons aux ménages ciblés le tapis de croissance permettant de visualiser facilement l'état de croissance des enfants tout en menant des activités de sensibilisation communautaire pour promouvoir une meilleure nutrition. Ainsi, le Japon ne se limite pas à répondre à la malnutrition par les aides alimentaires, mais s'engage également dans sa prévention. Nous espérons que ces aides continues du Japon contribueront à atténuer les problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition à Djibouti, à réduire le taux de malnutrition et à améliorer les conditions de vie de la population. Eh bien, ce lancement, comme je vous le disais, marque une étape décisive dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Il illustre l'importance des partenariats stratégiques pour la réussite des objectifs de la politique protection sociale du président. Écoutons la ministre. La malnutrition infantile est un défi majeur auquel nous sommes confrontés dans nos quartiers. Elle impacte directement la santé, le développement collectif et les opportunités futures de nos enfants. Grâce à ces projets, nous avons désormais une opportunité unique de prendre des mesures concrètes pour inverser cette tendance. La nutrition est le bien plus qu'un enjeu de santé publique. C'est la base de la prospérité et du développement durable. Une communauté bien nourrie est une communauté forte, capable de bâtir un avenir prometteur pour ses enfants et leur relever le défi de développement. Ces projets marquent un tournant important pour nos efforts pour améliorer la santé et le bien-être de notre population. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer cette réalité et d'offrir à nos enfants la meilleure chance de grandir en bonne santé. La malnutrition est une menace silencieuse, mais redoutable. Plus elle est détectée tôt, plus les solutions sont simples et efficaces. C'est pourquoi ce projet met les mères de foyer au cœur de l'action. Ces mères formées à mesurer la taille de leur enfant
et à suivre les étapes de la croissance sur un tapis spécifiquement conçu à cet effet deviendront des vigiles essentiels dans la lutte contre la malnutrition. En observant les signaux d'alerte, elles pourront rapidement faire appel à des spécialistes de la santé pour une prise en charge précoce. Ces gestes simples mais essentiels sauveront des vies. Vous étiez en train d'écouter le président de la commune de Belbala et le président de la commune de Belaouz. Tout de suite, voici les propos de la ministre des Affaires sociales, Mme Hulfa Ismaël Abdo. C'est un immense honneur et un grand plaisir pour moi de procéder avec vous au lancement officiel du projet Mobilisation des communautés pour une meilleure nutrition. Ce projet s'inscrit pleinement dans la continuité des actions entreprises et reflète la vision sociale de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours fait du bien-être et de la santé de la population djiboutienne une priorité absolue. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est largement reconnu que la malnutrition trouve ses racines dès sa grossesse et que ses effets sont irréversibles après les 2 premières années de vie d'un enfant. Cette problématique ne constitue pas seulement un obstacle à la croissance des enfants, elle entrave également le développement futur de toute une nation. Elle entrave notre capital humain. C'est pour cette raison que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, à travers son agence d'exécution, l'Agence djiboutienne de développement social, a opté pour l'approche stratégique des 1000 premiers jours qui met l'accent sur les 2 premières années de vie de l'enfant, période déterminante pour son développement physique et mental. Il convient de rappeler ici que depuis plus de 10 ans, des programmes de filets sociaux de sécurité mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités ont permis à plus de 40 000 ménages d'améliorer leur sécurité alimentaire tout en bénéficiant des séances de sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel. Cependant, malgré ces progrès significatifs, de nombreux défis demeurent pour rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté et de la malnutrition. En outre, parmi les mesures phares mises en œuvre par le gouvernement, il est important de souligner la mise en place d'un programme d'une portée universelle, l'assurance maladie universelle, pour un coût global de près de 1 milliard de nos francs Djibouti par an et sur fonds propres du gouvernement de la République de Djibouti, que je vous demande vraiment d'applaudir cette initiative du président de la République. Cette initiative, chers invités, permet à tous les ménages vulnérables de la République de Djibouti non contributeurs de bénéficier d'un accès à la santé gratuit et universel. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous nos partenaires, en particulier le gouvernement du Japon, ainsi qu'à la Banque mondiale pour leur engagement et leur soutien indéfectible dans notre lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Nous sommes là aujourd'hui pour une journée spéciale dédiée au lancement officiel des projets intitulés Mobilisation communautaire pour une meilleure nutrition. Comme vous le savez, Djibouti d'indice de la vulnérabilité. Un Djiboutien sur 3 souffre de retard de croissance. Donc, pour y remédier, nous allons introduire des outils, des outils innovants, tels que le tapis des mesures de croissance, pour faire une détection précoce de la malnutrition, pour que la maman fait des consultations auprès des centres de santé. Et puis, on a aussi ce qui est nouveau, ce qui est innovant aussi, c'est la constitution de clubs de jeunes. On va sensibiliser sur les bonnes pratiques nutritionnelles, sur le MGF, sur le VGB, sur les violences basées sur le genre, sur les pratiques nutritionnelles. Les jeunes, des adolescents de 15 à 24 ans. Donc, on va pour le moment toucher 6 000 bénéficiaires dans les 4 quartiers de Djibouti.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, qui a accueilli dans son cabinet une délégation de l'association d'amitié Japon-Djibouti, conduite par le président de l'association Japon-Afrique, Yano Tatsuro Sensei. Cette délégation était accompagnée de M. Ibrahim Bile Douale, ambassadeur Djibouti au Japon, Keiichi Hara, ambassadeur du Japon à Djibouti. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans une tournée de prise de contact de l'association avec le gouvernement. Cet entretien auquel ont assisté de hauts responsables, notamment M. Abdallah Ali Mohamed, secrétaire général du ministre, et Khadir Omar Kalinle, conseiller en communication du ministre, et de Mahmoud Omar Guélé, directeur général du LANFIP, qui a permis de mettre en lumière les bases solides. Et d'entrevue avec le ministre, Omar Abdi Saïd a salué les relations exemplaires qui unissent Djibouti et le Japon, rappelant que ces liens bâtis sur les années de collaboration continuent de renforcer. Il a également exprimé la volonté de son gouvernement de développer davantage ces partenariats stratégiques. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé hier au Sheraton Hotel la clôture de l'atelier de formation sur la mise en œuvre du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris sur le climat. Eh bien, cette cérémonie de clôture de fin de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement en collaboration avec la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement. Le certificat de fin de formation a été remis aux 40 membres techniques des comités nationaux directeurs sur les changements climatiques. Dans la foulée de la cérémonie de clôture, M. Idriss Ismaël Nour, directeur de l'environnement, a présenté les objectifs de cet important atelier visant à renforcer les capacités techniques du comité directeur national sur le changement climatique, sur les exigences de matière de transparence conformément aux dispositions de l'accord de Paris, et ce fin de doter le pays d'un dispositif national pour le gouvernement et d'honorer ses engagements vis-à-vis de cet accord. Cet atelier est animé par le coordinateur du cluster francophone de la transparence climatique et la coordinatrice régionale du projet pour la région MENA et le sous-directeur de lutte contre le changement climatique au ministère de l'Environnement, M. Mohamed Gona. Et dire que nous sommes sur la bonne voie pour montrer aussi les efforts que nous faisons pour respecter les engagements de Djibouti dans l'accord de Paris, mais surtout pour aussi être transparent sur et reporter nos efforts qui sont faits. Et je pense que la transparence aide aussi les pays qui sont engagés à donner des contributions à davantage regarder les pays, et nous espérons que cela va nous être utile et nous être favorable à l'avenir. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dina Abdallah, a indiqué que cet atelier est très important pour renforcer, a-t-il dit, les capacités des experts nationaux en matière de la mise en œuvre du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris. Écoutons-le. Pour faire face à ce changement climatique, il faut mettre en œuvre des projets. Et pour mettre en œuvre des projets, il faut mobiliser le financement. Et lorsqu'on veut mobiliser des financements, il y a des conditions à remplir. Ces conditions, d'abord, il faut ratifier les conventions internationales, comme la Convention sur le changement climatique, il faut ratifier l'accord de Paris. Et dans ces documents qu'on ratifie, il y a des engagements que le pays prend, comme tous les pays du monde, et on doit respecter nos engagements. Nous avons déjà fait, dans le cadre de la Convention cadre sur le changement climatique, nous avons fait la première communication, la deuxième communication, la troisième communication. On va terminer d'ici fin décembre le premier rapport sur la transparence, le BTR. Et maintenant, dans le cadre de l'accord de l'article 13 de l'accord de Paris, il est aussi prévu dans l'accord de Paris, d'abord, il est prévu de réaliser l'indice des actions déterminées au niveau national, que nous avons aussi terminé, mais il est aussi prévu de faire des rapports biannuels de transparence. Pourquoi le rapport de transparence? Parce que dans les négociations internationales entre les pays développés et les pays en voie de développement, il s'agit de rétablir la confiance. Pour rétablir la confiance, il faut que chacun tienne ses engagements. Nous, en tant que pays en voie de développement, nous demandons aux pays développés d'être transparents sur le financement mobilisé en faveur des pays en voie de développement. En contrepartie, les pays riches demandent que nous soyons transparents dans les actions que nous réalisons
soit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit pour s'adapter au changement climatique. On passe dans l'autre actualité. Cette fois-ci, c'est le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de l'innovation, M. Abdallah Ibrahim Omar, qui a présidé hier matin au Grand Hôtel Haïla un atelier sur l'élaboration du référence nationale des compétences numériques. Cet atelier de présentation des travaux pour l'élaboration du référence national des compétences numériques au secteur privé avait pour objectif la présentation du niveau actuel des compétences numériques, la présentation synthétique, échange autour des référentiels existantes et les réflexions, échanges sur le domaine des compétences niveau maîtrise. Ont participé à cet atelier les cadres du ministère de l'économie numérique, de l'innovation, des cadres du secteur privé, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de l'innovation. Pour plusieurs raisons. Elle permet d'améliorer l'efficacité et la productivité, d'ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles et de favoriser l'innovation. Dans un monde où le travail à distance et les plateformes numériques deviennent la norme, maîtriser ces compétences est crucial pour rester compétitive. Cependant, nous devons également reconnaître le défi, l'accès inégal à la technologie, le manque de formation adéquat et la rapidité des changements technologiques peut créer des écarts importants. Il est donc impératif de mettre en place des programmes de formation accessibles à tous, afin de garantir que personne ne soit laissé en compte. Et dans l'actualité, c'est aussi l'autorité de l'aviation civile de Djibouti qui a clôturé hier une série de 4 ateliers de formation axés sur la sûreté de l'aviation civile organisés dans le cadre de la lutte contre les actes d'intervention illicite dans le transport aérien. Dispensés par 2 experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale sur une durée de 2 semaines. Ces formations sont déroulées dans les locaux de la CIE et ont rassemblé des principaux acteurs du secteur aérien. Les ateliers ont couvert des thématiques clés, à savoir le programme national de contrôle de la sûreté de l'aviation civile, le programme de sûreté de l'aéroport, le système de certification de la sûreté de l'aviation civile et la gestion des crises. Ces formations avaient pour objectif principal de renforcer les capacités nationales d'amélioration des mécanismes de sécurité et de prévention dans le domaine de l'aviation civile. À l'issue de ces ateliers, les participants ont reçu des certificats remis par les officiels en reconnaissance de leur engagement et de leur assiduité. Par ailleurs, l'aéroport international de Djibouti a récemment fait l'acquisition d'équipements de sûreté de dernière génération. Ces outils modernes renforceront les capacités opérationnelles de la gendarmerie et des transports aériens pour assurer efficacement leur mission de contrôle et de prévention. Eh bien, lors de la cérémonie de clôture, le directeur général, M. Daoud Ali Abdou, a salué l'implication des participants et a exprimé sa profonde gratitude envers les experts pour leur contribution précieuse dans ce domaine stratégique. C'est une fierté et un honneur pour moi aujourd'hui de m'adresser à vous pour la clôture des formations sur la certification des instructeurs sûreté et de la gestion de la crise dans l'aérien. La première formation qui s'est déroulée la semaine dernière portait sur la certification des instructeurs ainsi que des agents en charge de la mise en œuvre des mesures de sûreté pour confirmer et valider leurs compétences. La seconde formation portait sur la gestion de crise dans l'aérien. Pendant cette semaine, vous avez étudié, réfléchi, pensé sur les stratégies, vous avez débattu sur les stratégies, les méthodes et les outils à mettre en place pour faire face aux situations les plus imprévues. Ensemble, la gestion de la crise n'est pas seulement une compétence technique. Grâce à vous, aujourd'hui, vous avez pu avoir cette compétence technique, mais c'est également une responsabilité morale. Parce que chaque décision que vous prenez a un impact sur des milliers de vies. Pour avoir suivi cette formation dans le passé, il y a 3 axes essentiels se dégagent de cette formation. La première, c'est l'importance de la préparation. On ne peut pas prédire les crises, mais lorsqu'elles surviennent, il faut être en mesure de répondre efficacement pour savoir la gérer dans la meilleure des manières. La seconde chose, c'est la coordination et la communication. Sans aucune coordination et sans aucune communication, nous ne pourrons pas faire face à une situation de crise, quelle qu'elle soit. C'est la raison pour laquelle nous avons une pluralité d'acteurs présents autour de cette table. Chacune des entités
joue un rôle sur cette plateforme aéroportuaire. Chacun a ses attributions et ses prérogatives, mais sans aucune coordination et sans aucune communication entre nous, nous ne pourrons pas faire face à ce genre de crise. Aujourd'hui, leurs responsables sont là, ils sont sensibilisés. Ils savent que pour travailler, on doit être ensemble, en synergie. La troisième des choses, et vraiment pour moi, à mes yeux, c'est le plus important, c'est de mettre l'humain au centre de nos décisions. Priorité absolue doit être donnée aux passagers et ainsi que tous les intervenants qui sont autour de la plateforme aéroportuaire parce que, après tout, ce sont leurs vies qui sont en jeu. Pas uniquement les passagers, mais les gens qui gravitent autour de cet aéroport. Chaque décision que nous prenons va avoir un impact sur eux en situation de crise. Il faut faire preuve de leadership, de sang-froid et vraiment garder son calme pour pouvoir prendre les bonnes décisions. De la capitale, on passe dans les régions de l'intérieur, à savoir le sud du pays où on commence, où une délégation de la BCI-MR s'est rendue à Addis Abeba pour la journée traditionnelle très tôt dans la matinée de mardi. La délégation de la BCI-MR, conduite par M. Frédéric, directeur commercial de la BCI-MR, a eu rencontre avec le préfet de la région, Abdulmalik Mohamed Banouita, et le président du conseil régional, Shermak Hassan Laleh. Les responsables de la banque ont fait un bilan des réalisations aux autorités de la région depuis la dernière rencontre à Addis Abeba, confirmant ainsi l'engagement de la BCI-MR à soutenir et accompagner ses clients dans toutes les régions de Djibouti. Par la suite, la délégation a eu une rencontre au siège du conseil régional qui a permis aux équipes de la BCI-MR d'échanger directement avec les clients d'Addis Abeba, profitant de l'occasion pour présenter les produits et les opportunités financières offertes par la banque. Les commerçants locaux ont également exprimé leurs besoins au cours des échanges. Les responsables de la BCI-MR ont exprimé un vif remerciement au préfet Abdulmalik Banouita et au président du conseil régional ainsi qu'à tous les participants pour leur coopération et leur accueil. Professionnel ou pour votre patrimoine, si vous avez envie d'acheter un petit terrain, de construire une maison, pourquoi pas, on sera là pour vous écouter et pour vous accompagner. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter Mahad, qui vient d'arriver à Addis Abeba pour prendre la direction de l'agence. Mahad est de la région, il est là pour s'occuper de vous, il est là dans la durée pour s'installer à Addis Abeba et pour vous accompagner et vous écouter, encore une fois, sur tous vos projets. Du sud, on passe vers le nord du pays où, dans le cadre du mois de l'amnistie et la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres illicites, une délégation de la police nationale de Djibouti s'est rendue dans le nord du pays, notamment dans la région de Tadjoura. La délégation de la police nationale a été tout d'abord reçue par le préfet de la région d'Obok, qui leur a souhaité la bienvenue. Ensemble, deux parties ont échangé sur l'importance du mois de l'amnistie et la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres illicites. Cet événement met en lumière que la lutte contre les armes illicites dépasse une simple action ponctuelle. Elle représente un véritable pacte social et politique en faveur d'un avenir meilleur. Dans ce cadre, un atelier éducatif a été organisé pour les forces de sécurité et de défense dans la région d'Obok du 5 au 8 novembre dernier. Cet atelier a réuni la police, la gendarmerie, l'armée, la force maritime, la garde-côte, dans le but de sensibiliser ces acteurs clés au danger de la prolifération des armes légères et des petits calibres. L'atelier a permis de partager des stratégies pour contrôler, tracer et réduire les armes en circulation, tout en renforçant la collaboration entre les différentes institutions chargées de la sécurité. Les discussions ont également abordé la nécessité de renforcer les mécanismes législatifs et opérationnels existants et d'impliquer activement les communautés locales dans la lutte contre ce fléau. Cet atelier s'inscrit dans un effort global visant à prévenir la prolifération des armes légères, des petits calibres et à promouvoir des actions de sensibilisation pour un avenir plus sûr. Le verbe, c'est la violence au niveau des armes. Donc, lutter contre la prolifération des armes est une très bonne chose. Hier, nous avons fait une marche symbolique qui était sous le slogan « Faire taire les armes ». Quand on fait taire les armes, on assèche les larmes. Et tout de suite après, dans le cadre de ces mois de l'amnistie, de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, la police nationale de Djibouti a organisé dans la région de Tadjoura un intéressant message de paix déterminé et solennel à l'ensemble des pays africains. Eh bien, cet événement s'inscrit dans l'initiative continentale de l'Union africaine visant à atteindre un objectif ambitieux, faire taire les armes d'ici 2030 et bâtir un futur sécurisé pour les générations à venir. La marche a rassemblé un large éventail des participants
parmi lesquels figuraient la police nationale, les forces de sécurité, ainsi que des représentants de la société civile. Tous étaient vêtus de t-shirts blancs, des casquettes brandissant des banderoles, arborant des messages de paix, d'unité, symbole de leur dévouement envers un avenir libéré de violences armées. En choisissant une tenue blanche, signe de pureté et d'innocence, les participants ont exprimé leur aspiration à un monde sans conflit, armes unies dans la quête d'une sécurité collective. Le départ de la marche a eu lieu face du port de Tadjoura et le cortège s'est dirigé jusqu'à la préfecture de la région de Tadjoura, ponctué par des slogans et des chants pour la paix. À travers cette marche, les participants ont voulu sensibiliser le public de Tadjoura et encourager une prise de conscience collective quant à l'importance de bâtir une Afrique pacifique et sécurisé. Cet acte symbolique témoigne du rejet de la violence et du renforcement de la sécurité publique, reflète la volonté de Djibouti d'éradiquer les menaces liées aux armes illicites. Dans l'actualité internationale à Gaza, les premiers bombardements sont intervenus jeudi, quelques heures après l'appel de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel dans le bande de Gaza, un appel symbolique rejeté par Israël et les États-Unis, mais jugé crucial par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Tôt hier matin, 7 agents de sécurité ont été tués dans une frappe à Rafah, 5 autres dans une frappe à Khan Younes, 2 villes du sud du territoire, a déclaré le porte-parole de la défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal. Les camions transportant la farine étaient en route pour des entrepôts. Des témoins ont ensuite affirmé que plusieurs habitants de ces zones avaient pillé la farine du convoi après les frappes. Enfin, l'après-midi, l'armée israélienne a publié un nouvel appel à évacuer concernant 5 zones dans la ville de Gaza, au nord du pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.